Rebonjour à tous. Donc, merci encore à vous d'être présents à cette première édition du forum. On rattaque les conférences pour cet après-midi. Donc, il y a encore 3 conférences et là, le thème de celle-ci, c'est le burn-out. Et cette conférence est intitulée « Soigner et être en bonne santé ». Donc, c'est un sujet qui peut être un peu triste, qui peut peut-être ne pas être très attractif quand on voit le titre, mais on va, avec nos 2 intervenants de qualité, vous donner envie de vous intéresser à ce sujet. Alors, les 2 intervenants, c'est donc Dr Nicolas Coulobody, qui est médecin de travail au CHU de Nice, au niveau du site de l'Archer, et le professeur Michel Benoît, qui est psychiatre au niveau du CHU de Nice, au bâtiment M. Voilà. Donc, on va commencer comme pour la précédente conférence par d'abord 10-15 minutes sur là où les notions qui paraissent les plus importantes aux intervenants, et après on bascule sous le format de questions-réponses. Et voilà, on compte sur vous pour vos questions nombreuses. Je passerai vous donner les micros pour que ça puisse être enregistré. Voilà, c'est à vous. Merci. Alors, voilà. Est-ce que vous avez idée de pourquoi est-ce qu'on met une conférence pareille sur une thématique, sur une journée d'orientation des étudiants? En fait, vous faites des études qui sont stressantes, mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait que vos études sont particulièrement stressantes par rapport à plein d'autres études? Les responsabilités, tout à fait. Contact avec l'humain, bien sûr, hein, il faut faire avec le tempérament et la personnalité des gens. Quoi d'autre? Oui, confrontation à la souffrance des gens, les patients. Il y en a plein. Temps de travail, oui, la question du temps libre, la question des horaires atypiques qu'on a dans notre métier, avec des astreintes, des gardes, on travaille le week-end, on travaille les jours fériés. Donc oui, il y a ce genre de contraintes. Encore d'autres. Le problème personnel que justement ça peut engager. Oui, et réciproquement. On vient travailler avec sa vie privée derrière soi, avec soi, et elle est pas complètement détachée. Et quand on est étudiant, qu'on vient de quitter un système très cadré, la famille parfois pour aller dans une nouvelle ville, c'est un facteur de stress supplémentaire. Il y en a encore d'autres. Oui, vous êtes dans des études où il y a la compétition. Là, vous avez dû dépasser le premier très gros stade, mais au cours de vos études, il va encore y avoir les ECN, les épreuves classantes, puis pour ceux d'entre vous qui veulent exercer un endroit particulier, chef de clinique ou autre, il y a encore ce genre de choses. Et il y en a plein d'autres dont on n'a pas parlé. On est dans un métier où on n'a pas le droit à l'erreur, même quand on est étudiant. Vous allez arriver au chevet des gens, même quand vous serez jeune, externe, jeune, interne, et vous devrez porter un masque, donner une impression de confiance en vous, même quand vous estimez au fond ne pas forcément avoir ça. Donc c'est quelque chose qui est très éprouvant et très demandeur pour la psychologie des gens. Donc tout ça, c'est très pourvoyeur de stress. D'où ma question suivante pour lancer le débat, c'est: vous savez ce que c'est le stress ? Oui, allez, des éléments de réponse. Ouais, d'accord. Alors, le stress pour l'être humain, qu'est-ce que c'est à la base? Un état de tension. C'est, pardon, j'entends parler d'agression. Une manière de se sortir des agressions. Il y a de ça. Oui. C'est quoi le stress? C'est lié au corps, c'est lié à l'esprit, c'est... Oui, les deux, tout à fait. Le stress, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif parce que c'est très personnel. Il y a des gens qui vont être stressés par l'idée de prendre l'avion, par exemple, alors que d'autres, non, ils vont être très cool avec ça. D'autres, à l'inverse, ils sont nés dans une famille où il y a des chiens, un gentil toutou et autres, et les chiens, c'est pas un problème. Et d'autres, pendant toute leur vie, leur première expérience, à 4 ans, ça a été le gros chien qui s'est jeté contre une clôture et qui était aussi gros que lui, avec des dents énormes, et ça va le stresser pour le reste de sa vie. Et donc, il y a un mécanisme très personnel. Et on parlait d'état de tension, c'est parce que le stress, effectivement, ça induit des choses sur l'organisme. Vous avez tous entendu parler de l'effet de l'adrénaline, qui met sous tension, qui fait augmenter la respiration, le rythme cardiaque, tout ce genre de choses. Ça, c'est, on va dire, les effets immédiats du stress.
Mais est-ce que vous savez si le stress, c'est quelque chose qui peut être prolongé? Voilà, on appelle ça le stress chronique. Et c'est toujours l'adrénaline avec le stress chronique? Un peu, en fait, pas trop. Ça s'épuise très vite l'organisme. C'est une hormone qui est coûteuse à produire pour l'organisme et à mettre en route, avec des réserves très limitées et que l'organisme ne peut pas maintenir par la suite. Donc il y a une autre hormone qui prend le relais et qui est le cortisol, qui met l'organisme dans une phase d'entretien de même tension que ce qu'avait fait l'adrénaline, mais avec des effets sur la santé différents. En particulier, le cortisol est toxique pour les neurones, pas de chance. Donc il va être nocif pour la mémorisation. Le cortisol, il va induire le but du stress, c'est vous de préparer un peu à réagir physiquement à des agressions. Donc il va privilégier tout ce qui va être activité musculaire et notamment dans une logique de fuite ou de combat. Par contre, il va inhiber tous les organes et les grandes fonctions qui ne sont pas liées à ça. Notamment tout ce qui est digestion, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est immunité. Et donc le stress chronique va avoir des effets liés au freinage à mort de tous les organes qui ne sont pas indispensables à ça. Et si vous freinez l'immunité à mort pendant longtemps, vous risquez de faire des infections, des cancers, parce que le système immunitaire il est aussi là pour repérer les cellules qui deviennent cancéreuses, qui mutent. Ça va avoir un impact sur votre libido et pour mesdames les menstruations, parce que l'appareil reproducteur est freiné. Pour le système digestif, pareil, s'il est freiné longtemps, vous allez avoir des crampes, vous allez pas vous sentir bien et puis vous n'allez pas vous alimenter correctement. Et à l'inverse, tout ce que le stress a sursollicité pour être performant en termes d'action, donc le cœur, les poumons, etc., au bout d'un moment, ça va se déglinguer aussi. Le cœur et les poumons qui fonctionnent trop vite et trop fort pendant longtemps, et alors que l'effort physique ne vient pas, ça va faire de l'hypertension. Qui dit hypertension dit risque cardiovasculaire majoré, AVC, infarctus, ce genre de choses. Donc, si vous êtes exposé au stress de façon chronique, il y a des effets sur l'esprit et il y a des effets sur la santé physique qui se ressortent d'après ça. Et la thématique du burn-out qu'on a choisi, c'est comme titre phare parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et qui a été initialement décrit dans la population des médecins. On n'est pas les seuls à être concernés, mais on est beaucoup concernés par ça. C'est un épuisement qui vient à cause notamment de l'effet sur la santé du stress chronique. Vous avez l'autre. J'enchaîne. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Le thème de la conférence, c'est le burn-out. Comment vous définiriez le burn-out? Vous en souvenez un petit peu? Parce que c'est un terme qui est assez galvaudé, qu'on entend beaucoup dans la littérature, qu'on entend beaucoup à la radio, à la télé, d'accord? Le burn-out, il fait un burn-out. On a tendance à souvent associer ce burn-out finalement à une sorte d'épuisement. Un épuisement, ça peut être professionnel, ça a été beaucoup décrit dans le monde du travail. Et le docteur Coulot qui est à côté de moi, médecin de travail, il connaît bien le problème, mais ça a été décrit aussi au niveau scolaire et universitaire. Et vous savez qu'il y a de plus en plus d'enquêtes. Là, vous en voyez maintenant, il y a une vague là actuellement d'enquêtes, d'articles qui disent oui, les étudiants sont en burn-out, sont stressés, sont plus que stressés. Le burn-out, c'est plus que le stress, d'accord? Le burn-out, c'est l'épuisement, c'est quand ça craque. C'était une expression, burn-out, c'était comme si le sujet se consommait de l'intérieur, alors qu'en apparence, finalement, rien à l'extérieur ne laisserait comprendre pourquoi il s'est autant consumé. Donc c'est vrai que et ce burn-out, finalement, ça va nous rendre incapables de gérer nos obligations et de satisfaire nos désirs. Alors, il faut se méfier parce que c'est un terme qui peut être confondu avec le stress. Le stress, on parlait du stress. Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre sans stress? Mais il y en a qui vivent sans stress. Mais alors c'est vrai, il y a des gens qui vivent sans stress, ils ne sont pas nombreux. Rassurez-vous, ils ne font pas grand-chose de leur vie. D'accord? C'est no stress.
voyez ce que je veux dire, hein? D'accord. il y avait des images comme ça, des fumeurs de pétards, d'accord. C'est no stress, tout va bien, d'accord. Le problème, c'est qu'ils n'avancent pas. Et qu'à la fin, à la fin de leur vie, ils peuvent ressentir une insatisfaction finalement de ne pas avoir pu driver leur vie. Donc en fait, méfiez-vous de ces termes parce que le stress. Mais heureusement qu'on a du stress. Vous imaginez une vie sans stress? Une vie lénifiante, sans aucun relief, où toutes les minutes se succèdent identiques à elles-mêmes, d'accord, et vous n'attendez pas un changement, et où vous n'avez pas des challenges à vous fixer, d'accord. Ou le stress du premier encart. Exactement. C'est hyper important. C'est comme ça qu'on peut pécho, diront certains, d'accord. Il faut du stress, bien évidemment. Et c'est ce qui le stress, finalement, qui est cette réaction face à une alerte, une menace, une attente, d'accord, c'est ce qui nous pousse à l'action. Il y a les Jeux Olympiques actuellement. Attendez, le skieur qui va aux Jeux Olympiques sans être stressé, il vaut mieux qu'il reste devant la télé, hein, c'est pas la peine, d'accord. Il fera aucune perf. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc on a souvent tendance à caricaturer du le stress. Heureusement qu'on a besoin du stress pour agir. Mais le problème, on assimile surtout au stress pathologique, au stress chronique, au stress qu'on ne contrôle plus, au stress qui déborde l'individu dans ses capacités d'adaptation. C'est ça qui est beaucoup plus embêtant. Donc on a besoin d'être stressé au quotidien, et vous êtes stressé. Vous, étudiants, vous êtes stressé au quotidien, pour de multiples raisons. Qu'est-ce qui vous stresse finalement? Ça a été bien décrit dans le monde du travail, hein, et c'est décrit aussi au niveau universitaire. Et la première chose qui vous stresse, d'accord, c'est vos objectifs. Vous voulez réussir, vous voulez y arriver parce que vous êtes motivé pour ça. Donc vous avez des objectifs que vous vous fixez. Le problème, c'est de savoir est-ce que ces objectifs sont réalistes. Imaginez qu'on vous demanderait que, par exemple, d'ici la fin de la préparation de votre CN, vous devez valider absolument un Master 2, d'accord, et vous devez faire une école de communication en parallèle, d'accord. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux qui va y arriver. Il y a toujours des extraterrestres, vous savez, hein, dans la vie. Hein. Bon, mais vous allez dire non, c'est trop, c'est pas possible. Déjà le CN, c'est un objectif énorme dans son intensité, d'accord. Le problème, il peut être lié finalement aussi dans cet objectif, à la temporalité. Et ce qui vous stresse beaucoup, c'est que le temps est court. Quand vous avez démarré vos études, vous êtes dit, oh là là, ça va être long, hein. 6 ans, 8 ans, 10 ans, d'accord, hein, ça paraît hyper long. Et passer, d'accord, la L3, qu'est-ce que ça va vite. D'accord, en 3 ans, vite, il faut avaler une somme d'informations colossale, d'accord, parce qu'à la fin, il y a un objectif qui est un examen, et ce qui est un examen pervers, parce que c'est un concours qui n'emporte pas le nom. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est encore plus difficile, d'accord? Et ça peut être un facteur de stress supplémentaire. Je vous en parle parce que moi je fais partie d'une époque, rassurez-vous, elle n'est pas si ancienne que ça, hein, bon, d'accord. Mais à l'époque, il n'y avait pas le CN, il y avait ce qu'on appelait le concours de l'internat. D'accord? Et le concours de l'internat, à l'époque, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à ce que le CN soit créé, on avait le choix ou pas de le passer, le concours de l'internat. D'accord? Si on ne passait pas le concours de l'internat pour faire une spécialité, on faisait médecine générale. D'accord, qui n'était pas à l'époque reconnue comme une spécialité, qui était la formation de base finalement, d'accord, qui était l'objectif que finalement tout médecin qui s'engage dans les études pouvait attendre. Donc il y avait moins de stress, parce que finalement les personnes qui s'engageaient dans le concours de l'internat, oui, savaient qu'ils allaient être stressés. Nous à l'époque on avait 26 disciplines à apprendre, d'accord, mais on l'avait choisi. On était motivé pour cela. On s'était fixé ce challenge. Et on savait que de toute façon,
il n'y avait pas péril, d'accord, on pouvait échouer, et certains échouaient, d'accord. On avait toujours bien sûr la solution de la médecine générale, ce qui est un peu le cas actuellement. Mais le schéma était différent, parce que certains sujets disaient, moi, cet objectif de me ruer dans un concours, d'accord, pour une spécialité, je me sens pas. Je me sens pas, j'ai pas fait les études pour ça, d'accord. Et finalement, mon objectif, c'est d'être médecin, d'accord. Je veux pas me mettre de la pression. Donc, vous voyez que les modalités des objectifs peuvent changer un petit peu la donne. Faut quand même le savoir. La temporalité, est-ce que c'est réaliste? Et puis, qu'est-ce qu'on espère finalement? Qu'est-ce qu'on espère? On a besoin de beaucoup d'espérance, c'est évident. Et comprenez bien que dans ce phénomène de stress, la chose qu'il faut retenir, c'est que les problématiques de stress, elles sont liées à un problème de balance, de déséquilibre de balance. Il y a un déséquilibre de balance entre la pression qui s'exerce sur le sujet, la pression qui s'exerce sur vous, toutes les pressions, les objectifs, les cadences, les contextes, etc. Et ce que vous attendez, vous, c'est-à-dire votre capacité à vous de challenger ou pas cet objectif. Ça dépend de vous. Il y a vos désirs, il y a votre motivation, il y a votre capacité finalement à supporter ou à demander même de la pression. Et on n'est pas tous pareils. Donc il y a toujours ce déséquilibre, d'accord, à un moment donné, entre peut-être trop de pression, mais surtout des pressions qui ne sont pas adéquates, d'accord, avec ce que le sujet attend, désire. Parce que beaucoup de sujets, et ils sont nombreux parmi vous, ils ont besoin de la pression, ils ont besoin de se fixer des challenges, d'accord. Ils ont besoin de sortir, et ça je crois que c'est quelque chose d'important à retenir, ils ont besoin de sortir de cette zone de confort. Parce que finalement, si on ne voulait pas avoir de stress, qu'est-ce qu'on fait? On ne sort pas de la zone de confort. Moi, je suis bien devant ma PlayStation, je suis bien devant la télé, puis au lit, je suis bien. Moi, mon objectif, c'est juste de passer à la moquette les partiels, d'accord, à la limite avec un peu de repêchage, d'accord. Moi, ça va, no stress, ok. Il y a des sujets qui peuvent être comme ça. Je ne dis pas qu'il faut les glorifier, attention, ok. Mais beaucoup de sujets ont besoin de sortir de cette zone de confort, à condition de bien respecter, évidemment, de voir quelle va être la balance entre les pressions qu'on leur met, et c'est à nous aussi, organisateurs, à essayer de diminuer, d'atténuer ces pressions, d'accord, mais de bien voir que chacun, on est tous différents, chacun soit en adéquation avec la pression qu'on lui met ou qu'il se met. Oui, c'est ça, c'est ça l'équilibre à trouver, hein, pour que finalement on avance avec l'idée quand même que du stress on en a besoin et qu'il faut sortir bien sûr de cette zone de confort où on peut être. En préambule, voilà ce que je voulais dire, mais je crois que c'est important qu'on discute ensemble et qu'on réponde aux questions. Ok, merci à tous les deux en tout cas. Maintenant on va passer à la partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur ce sujet, que ce soit le stress, le burn-out, en tant qu'étudiant ou en tant que futur professionnel de santé, n'hésitez pas, vous avez deux spécialistes du sujet là à poser toutes vos questions. Je vous amène le micro, il faudra juste parler dedans pour l'enregistrement. Donc voilà, quelqu'un se lance? En haut, je t'amène le micro. C'est toujours celui qui est le plus au fond qui pose la première question. C'est pour voir si l'animateur est sportif. En pratique, du coup, comment est-ce qu'on pourrait prévenir cet état de stress chronique? Genre par des... Alors, je vous dis, enfin, moi je vois les choses comme ça. Hein, Nicolas Coulide me dira s'il voit les choses un peu différemment, ce qui est tout à fait possible. Il y a un problème de balance. Soit il y a trop de pression, ou il y a une pression inadaptée, soit le sujet lui-même ne sait pas ou a du mal à se mettre la pression suffisante, d'accord, ou à se motiver pour atteindre les objectifs. La faute est des deux côtés, et il faut agir sur les deux côtés. Hein. Bien sûr, c'est à nous, dans un premier temps, à essayer de diminuer le plus possible les pressions.
D'accord? Et diminuer le plus possible les pressions, c'est-à-dire vous aider par exemple à travailler dans des bonnes conditions. Vous savez que sur maintenant sur le conseil de gestion de la fac, il faut qu'on arrive par exemple à améliorer ce campus, par exemple, à avoir des bonnes conditions, d'accord, des bonnes conditions d'études, des ambiances, des locaux chauffés normalement, d'accord, des espaces de repos, bon, d'accord. Et on y travaille, ça fait partie du bien-être. Travailler dans un environnement agréable, apaisant, d'accord, et sympa, ça diminue le stress. Bon, il y a l'organisation du travail. Si on vous demandait, quand vous êtes en stage, ceux qui sont en stage d'externe, si les stages où on vous demanderait de faire toujours la même chose, sans chercher à faire autre chose, sans vous offrir la possibilité de diversifier votre activité, vous diriez, qu'est-ce que c'est barbant? D'accord? Un stage, par exemple, à l'inverse, un stage où on vous demanderait de faire trop de choses différentes, d'accord, que vous ne connaissez pas, et en vous demandant de vous adapter tout le temps à des changements, vous allez dire, moi, je ne peux pas suivre, ça va trop vite, on me demande de trop m'adapter. Dans l'organisation du travail, ça a été bien décrit, par exemple, dans les principes de Karasek, on dit l'autonomie. C'est important de préserver l'autonomie. Oui, parfois, mais pas trop. Il y a des sujets qui ont besoin d'être très autonomes. Et certains d'entre vous, ils ont l'habitude de travailler très seuls. Ils ont bossé seuls, ils n'ont pas besoin tellement des autres, ils sont très autonomes. Il faut leur permettre d'avoir cette autonomie. Et ne pas les chaperonner et ne pas les infantiliser, bien sûr. Inversement, vous avez d'autres sujets, d'accord, qui peuvent avoir besoin d'être chaperonnés, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de ne pas se sentir seuls. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de solutions dans les conditions de travail. Dans les relations interpersonnelles, c'est hyper important. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est hyper important pour que vos études se passent bien, c'est ne jamais oublier que vous êtes un groupe. Vous n'êtes pas une collection d'individus, vous êtes un groupe. Alors oui, chacun est individuel, mais savoir constituer des groupes, savoir faire des sous-groupes, savoir se parler, savoir faire des trucs ensemble, que ce soit du travail ou que ce soit du loisir, c'est hyper important parce qu'on s'aperçoit que la qualité des relations entre vous, et puis aussi entre vous et les enseignants, c'est hyper important. Hein, si vous vous retrouvez tout seul ou avec des mauvaises relations interpersonnelles et autres, ça joue un rôle. Et puis au-delà, pour terminer, au-delà de ça, il faut aussi c'est à un niveau beaucoup plus social, d'accord ? On sait que les difficultés peuvent être amplifiées par le contexte social. Ne l'oubliez pas, si tous les jours vous avez un article dans la presse qui dit les médecins, les étudiants en médecine, c'est terrible, ils vont très mal, d'accord ? Oui, on constate qu'il y a un malaise, mais on l'amplifie. D'accord ? Parce que tout le monde va dire « Ah oui, vraiment, ça va très très mal, quoi. » D'accord ? D'ailleurs, on le dit tous les jours. Voilà, donc il y a beaucoup de solutions pour essayer de diminuer les choses. Et puis on doit aider chaque individu à trouver aussi son équilibre par rapport à ses pressions. Et on est tous différents. D'un point de vue pratico-pratique, par rapport à votre question, qui est vraiment le cœur de la prévention, l'image de la balance est vraiment excellente. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez toutes les contraintes, toutes les exigences, tout ce qui est facteur de stress. Non, comme ça. Et de l'autre, vous avez tout ce qui permet à chaque individu de remonter la balance à son avantage, c'est-à-dire des choses qui vous renforcent, qui vous rendent moins vulnérables au stress. Pour certains, ça va être le sport, les relations amicales, la famille, des passions. Donc, il y a un premier levier qui est de renforcer tout cet aspect-là. Vous inciter à sortir plus, à voir davantage de monde. C'est des facteurs protecteurs contre ce qui va faire d'un autre côté peser la balance, qui sont les contraintes professionnelles et éventuellement des mauvaises relations au travail, le stress, la pression temporelle, etc.
Et donc autant on va vous conseiller d'agir sur l'aspect qui vous renforce, faites du yoga, faites du sport, des choses comme ça. De l'autre, il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place, et c'est notamment le rôle du médecin du travail, pour essayer de faire en sorte que ce qui est contraignant dans le monde du travail et dans vos études soit réfléchi de façon ou organisé d'emblée dans l'idéal pour être le moins contraignant possible. Là, la journée qu'on fait aujourd'hui d'information, ça fait partie de ça. On vous fait de l'information pour vous faire prendre conscience de certaines choses, et ça vous permettra de mieux appréhender la situation si vous commencez à sentir que ça va pas bien, de façon à avoir déjà d'emblée, par votre propre réflexion, des choses pour vous orienter. Et aussi parce que ça nous permet de nous, professionnels qui intervenons quand ça ne va pas dans le domaine de la santé, et notamment psychique, que vous sachiez qu'on existe et que vous pouvez vous tourner vers nous. Psychiatre, médecin du travail. Tant que vous êtes étudiant, vous dépendez de la médecine du travail d'ici, je crois que c'est le SUMS que ça s'appelle, de la faculté. Et à partir du moment où vous serez en stage à l'hôpital, dès le niveau externe, vous dépendrez en plus de la médecine du travail de l'hôpital. Et il ne faudra pas hésiter à venir nous voir, nous médecins du travail de l'hôpital. Moi, je suis installé sur un des sites de l'hôpital, l'Archer, mais il y a d'autres de mes confrères qui sont sur les autres sites. Donc quand vous êtes en stage là-bas, si vous avez des problèmes liés à votre santé, il ne faut pas hésiter à demander quel médecin, le numéro de la médecine du travail, il est connu dans l'hôpital, et à nous contacter parce que vous serez nos patients à ce moment-là. Et on pourra vous orienter. On ne réglera pas, nous, tous les problèmes, tout ce qui concerne votre balance personnelle qui fait que vous pouvez être stressé ou pas, mais on pourra réfléchir à identifier ce qui pose problème et voir si on peut intervenir. Et dans tous les cas, à partir du moment où vous tournez vers quelqu'un, que ce soit les services de la faculté, les doyens de l'internat ou d'autres médecins, y compris votre médecin généraliste, vous aurez fait le premier pas qui vous permettra d'être orienté. Parce que tout ce petit monde est en réseau et on pourra s'orienter les uns avec les autres en fonction de ce qu'il y a besoin de faire pour vous en particulier. Mais en amont de tout ça, il faut que vous veniez nous consulter. On parlait du burn-out, quelqu'un qui est en état de burn-out, il sera tellement à plat qu'il n'aura même pas peut-être l'initiative d'aller consulter. Donc comme le disait le professeur, soyez bienveillants et vigilants les uns avec les autres. Parce que ce qui pourra amener quelqu'un qui est en souffrance à se rendre compte qu'il est en souffrance et à entreprendre un premier pas, c'est le fait que l'un de vous, ses amis, ses collègues, vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parlons-en, et que vous lui insuffliez l'idée de tiens, tu ne devrais pas aller consulter ton médecin traitant, la médecine du travail, va en parler au service des stages si c'est un problème en stage. Voilà, c'est ce premier pas qui est très très important. Je me permets juste de rebondir pour compléter dans tous les moyens qui sont disponibles. Il y a aussi, je pense qu'on vous en a parlé régulièrement, mais j'en profite pour en reparler, c'est la cellule de SOS IHN qui est gérée par des internes pour les internes, mais aussi à Nice, c'est une particularité, c'est qu'on avait vraiment demandé pour que ça puisse être aussi ouvert aux étudiants dès la 2e année. Donc dans tout ce panel de possibilités de recours, il y a aussi cette plateforme et qui peut vous aider ou qui peut aider l'un d'entre vous. Donc c'est quelque chose à garder en tête. On vous rediffusera les adresses mail des coordonnées, mais c'est quelque chose qui existe et il y a un compte Facebook si vous avez des informations pour tout ça. Donc voilà, ça s'appelle SOS IHN pour internat des hôpitaux de Nice, mais c'est ouvert aussi pour les étudiants. On a une question en bas, puis après on aura une question tout en haut. Ok. Alors moi je suis en 6e année, comme certains dans l'amphi, je passe les ECN à la fin de l'année. Et le fait d'avoir une échéance comme ça, moi pour équilibrer ma balance, j'ai besoin de dormir. Et après, je culpabilise entre guillemets du temps que j'ai un peu perdu à avoir d'autres activités. Comment on peut relativiser ? C'est une question importante. L'aménagement, on appelle ça, la meilleure façon, c'est, quelle que soit la pression et quelles que soient les échéances brèves qu'on a, c'est toujours de préserver l'aménagement de ces rythmes psychosociaux. C'est ultra important. Il ne faut pas oublier que quand on vit, globalement, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est actif, d'accord, professionnellement, ou qui fait des études, on a une vie qui est partagée en 3 tiers. Grosso modo, 1 tiers travail ou études, 1 tiers loisirs, détente, vie familiale, vie privée, ce que vous voulez, et puis 1 tiers sommeil.
Parce que l'homme est programmé comme ça. Grosso modo, il dort un tiers de sa vie. Alors bien entendu, en fonction des époques, notamment lorsqu'on a des échéances, des examens, on a beaucoup de travail, d'accord, le tiers travail ou le tiers études, il va être un peu plus large sur le camembert. Je suis d'accord avec vous. Mais il peut pas être, il peut pas être 2 tiers. D'accord ? Quelque part, ça doit se situer entre 1 tiers et 2 tiers. Et que ce tiers sommeil, surtout quand on est jeune, vous savez qu'on a quand même un sommeil qui est un petit peu plus long lorsqu'on est âgé, on a besoin considérablement de ce sommeil de récupération. Parce que vous savez que le sommeil de bonne qualité, d'ailleurs, c'est ce qui garantit d'ailleurs la meilleure mémorisation des informations, d'accord, la mémoire à long terme, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Et puis ça repose l'organisme, et puis c'est aussi une source de plaisir, le sommeil, il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Surtout lorsqu'on travaille beaucoup. Donc, veillez toujours à organiser votre planning, pas seulement en fonction des matières que vous devez avoir de faire, d'accord ? Mais de vous dire, j'ai besoin de ce tiers ou de ce quart, on va dire, quand on a beaucoup de travail, d'accord ? De ce quart de temps, c'est du temps libre. Et ce temps libre, ce temps de divertissement, de loisirs, de vie familiale, de repas, ce que vous voulez, ok ? Il faut bien l'isoler. Il ne s'agit pas seulement de bien répartir ces 3 tiers de la vie, mais de savoir établir des frontières entre les choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est à table ou quand on est en train d'avoir une activité de loisir, on n'amène pas ses fiches de CN. Quand on dort, on dort. D'accord ? Ou on fait tout pour dormir et cloisonner les choses. Vous voyez ? Donc notre marge de manœuvre, elle va être sur le gradient, bien sûr. Quand on a de la pression, oui, peut-être qu'effectivement, un tiers consacré aux études, ça va pas tout à fait suffire et on va devoir grignoter un peu sur les loisirs, pas trop sur le sommeil. C'est hyper important. Donc, préserver ça, ne pas se coucher trop tard, d'accord ? Je dis souvent, voilà, jamais au-delà de minuit, quoi. D'accord ? Lorsqu'on est en période de révision, d'accord ? Et puis, voilà, vous levez en ayant dormi au moins 7 à 8 heures, ça c'est vraiment en moyenne l'idéal. Donc, bien cloisonner, répartir, ça c'est hyper important. Et une bonne alimentation, c'est hyper important. D'accord ? C'est-à-dire bien manger, pas grignoter, mais bien manger, avoir une alimentation équilibrée, d'accord, boire beaucoup d'eau, d'accord, s'hydrater, et puis avoir une activité dans les loisirs. Évidemment, il est quand même bien reconnu que l'activité physique, entre autres, pas tellement la PlayStation, d'accord, ou la télé, mais l'activité physique est quand même quelque chose de très bon, de très très bon, à bon escient. On ne peut pas faire 4 heures de sport par jour lorsqu'on a déjà fait 9 heures d'études, bien évidemment. Ça, c'est quand même un des meilleurs facteurs anti-stress, d'accord, et c'est reconnu dans tous les mondes, quel que soit le type d'activité physique.